on passe à la deuxième table ronde. Pour la deuxième table ronde qui sera consacrée au climat, j'appelle Nicolas Micou, responsable d'unité territoriale de l'Office national des forêts. Michel Joux, président de la Chambre d'agriculture de l'Ain. Et Francis Ballandra, pisciculteur et gérant de la pisciculture des Cypres. Donc je vais commencer avec vous, Monsieur Micou, bonsoir. Donc vous êtes responsable d'unité territoriale à l'Office national des forêts. Le climat a beaucoup changé ces derniers temps, je pense que tout le monde l'a remarqué. Dans l'Ain, les forêts représentent quand même 36% du territoire du département et les arbres sont victimes de ce changement climatique. Comment fait aujourd'hui l'ONF pour contrer ça ? Donc l'ONF au niveau des forêts publiques, puisqu'on a en gestion les forêts publiques uniquement, donc les forêts des communes ou les forêts de l'État, notre rôle, c'est d'essayer de récupérer les bois le plus vite possible pour que les propriétaires, donc les communes ou l'État, perdent le moins de valeur. Quand un bois est sec, il se vend moins bien que quand il est vert. Donc là, on essaye d'intervenir le plus rapidement possible. Et ensuite, d'imaginer ce que sera la forêt de demain et de commencer à remettre les essences qui seront adaptées au climat du futur. Voilà les deux gros challenges qu'on a, c'est à la fois de récolter assez rapidement, c'est depuis 2018 vraiment qu'on a ça, et de récolter rapidement, d'éviter la perte de valeur et d'anticiper ce qu'on pourra planter demain. Donc avec des nouvelles plantations, on peut dire que les forêts de l'Ain vont changer d'ici des dizaines d'années. Oui, le paysage, donc moi je suis placé sur le budget, au niveau d'Hauteville. Le paysage sapin épicéa qu'on est habitué à voir va complètement changer. Les élus que je côtoie là-haut, je leur dis, imaginez la forêt dans 50 ans, vous serez en Croatie, vous serez en Turquie, on aura en fait des forêts de montagne, parce que ça on ne le changera pas. Le climat va changer, donc on aura des montagnes méditerranéennes. Donc les essences qu'on aura, ça sera les essences qu'on peut trouver aujourd'hui là-bas, qu'on trouve aussi en France, ça peut être les Alpes du Sud, ça peut être les Hautes-Alpes, Briançon, enfin voilà, d'autres pour vous projeter un peu. Donc on aura du mélèze, on aura du cèdre, on aura du Douglas. Pourquoi toutes ces essences? Parce qu'aujourd'hui, elles sont capables de résister à du plus 50, mais elles peuvent aussi supporter du moins 20, comme on a pu avoir cet hiver sur le plateau. Donc en fait, il faut avoir des essences qui peuvent faire ce grand écart. On n'aura pas que du résineux, on aura aussi du feuillu. Donc dans les feuillus, on aura des chênes qu'on trouve aujourd'hui dans la vallée du Rhône, qu'on retrouvera un peu plus sur les plateaux. Et puis on aura surtout une forêt mosaïque, c'est-à-dire qu'on n'aura plus une seule essence, on ne mettra pas tous nos œufs dans le même panier, enfin, c'est facile à dire, mais voilà, et on aura toute une variété, tout un panel d'essences. Donc un panel qui sera visible dans des dizaines d'années certainement. Est-ce que le temps presse? Je pense notamment à ce qui s'est passé dans le Jura cet été, pour l'Ain. Oui, alors en fait, vous avez tous suivi les 400-500 hectares qui ont brûlé chez nos voisins jurassiens. On aurait pu avoir la même chose dans le sud du Bugey. On a des buis qui ont séché avec la pyrale il y a 2-3 ans. Derrière, vous avez une autre végétation qui s'installe. C'est le cycle naturel, on ne peut pas lutter contre. Ça a séché. Bon, voilà, on a eu l'orage du 15 août, on en parlait tout à l'heure. Il a été bienvenu. Saint-Bois, nous, voilà, on a eu 4 hectares qui ont brûlé à minuit. Derrière, on a eu la pluie, ça s'est arrêté. Sinon, on faisait le Jura. C'était, voilà, on avait les mêmes conditions. On va avoir un gros changement. Voilà. C'est pas très joyeux, mais voilà, ça va. Mais c'est la réalité, c'est la réalité. Il faut en parler aussi. Merci beaucoup, Monsieur Micou. Michel Joux, bonsoir. Bonsoir. Quelles problématiques ont déjà été identifiées par rapport au changement climatique par le monde agricole ? Je pense que le monde agricole, depuis très longtemps, a bien compris qu'il y avait un changement. Alors, il faut juste savoir à quel niveau. Et c'est vrai que la climatologie fait partie du monde agricole et du métier d'agriculteur depuis très longtemps. Et bien entendu, les OPA qu'on représente, la Chambre, mais aussi toutes les autres, essayent d'accompagner les agriculteurs pour essayer de s'adapter ou adapter les outils d'entreprise
d'outils d'exploitation pour, bien entendu, être plus résilient face à ce changement qui, on le voit bien sans être alarmiste, est quand même là, est récurrent. On le voit bien avec les périodes de sec, comme vous l'avez bien dit, avec des fois de la pluviométrie qui est en abondance. Tout ça fait qu'on change petit à petit les choses. Donc il faut que les agriculteurs et surtout leurs outils d'exploitation puissent s'adapter, c'est ce qu'on fait. Alors il y a plusieurs pistes sur l'assolement, également sur des aspects plus techniques et plus innovants comme le numérique, mais également la gestion de l'eau, parce qu'il faut qu'on puisse trouver des solutions là-dessus. Alors il faudra bien entendu que la société tout entière puisse nous donner un coup de main, l'État bien sûr, pour qu'on essaye d'adapter ces outils pour qu'on puisse être encore là demain. Est-ce qu'il y a de nouvelles variétés qui font leur apparition dans l'Ain, du fait de ce réchauffement ? Bien sûr, depuis très longtemps, on a des organismes qui travaillent sur les variétés pour les faire évoluer et bien entendu pour qu'elles s'adaptent. Dans le département de l'Ain, on n'est pas à la traîne, sans aucun doute, de le faire, mais il faut qu'on puisse essayer d'adapter ces variétés. Alors, quand on parle d'arboriculture, eh bien, sans aucun doute, ou de viticulture, c'est sur un temps un peu plus long. Il faut qu'on puisse essayer également, dans l'élevage, de pouvoir fournir des stocks et produire des stocks à des périodes qui sont plutôt une période autre que le mois de juillet ou le mois d'août. Avant, c'était déjà sec et sans aucun doute, on l'a bien vu encore cette année, c'est compliqué. Donc il faut qu'on puisse mettre en place ce qu'on appelle des cultures, des cives, des cultures intermédiaires, c'est-à-dire entre deux cultures principales, on peut mettre du raigrade, du seigle ou d'autres choses, pour qu'on puisse faire du stock pour l'élevage, pour qu'on puisse être encore une fois plus résilient quand la période de sec arrive, parce qu'on le voit bien, c'est quand même un peu plus récurrent qu'avant. Vous-même, vous êtes lancé cette année dans la production de légumes. Est-ce que c'était la bonne année pour le faire ? Bien sûr, après il y a un savoir-faire à acquérir, bien entendu. Alors, personnellement, mais également avec mes 3 fils, c'est plutôt eux qui s'en occupent, parce qu'ils ont un peu plus sur l'exploitation que moi. Mais il est vrai que quand on a de l'eau, parce que je suis au bord du Rhône, j'ai la chance d'être au bord du Rhône, donc on a de l'eau à proximité. C'est vrai que quand vous voulez faire des légumes, eh bien il faut de l'eau. Quand vous d'ailleurs vous voulez faire de l'agriculture et des biens alimentaires, il faut de l'eau. Alors soit de l'eau qui tombe, soit de l'eau qui se stocke. Alors on a une vraie problématique en France, il faut le reconnaître quand même, parce qu'on est toujours meilleur que les autres. Eh bien, dans d'autres pays, on stocke de l'eau, sans aucun doute, et chez nous, on en stocke très peu. Et chaque fois qu'un agriculteur a le projet de pouvoir stocker un peu de l'eau, parce qu'il y en tombe, et d'ailleurs les prévisions qu'on nous annonce, alors les prévisionnistes peuvent se tromper, mais les prévisions en 2050, ça veut dire qu'on devrait avoir au moins autant d'eau en termes de précipitation qu'aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, avec des disparités, et ça devrait tomber plus sévèrement et avec plus de quantité tout au long de l'année. Et ça, il faudra trouver une solution. Et le stockage de l'eau est une piste parmi d'autres importante pour pouvoir stocker de l'eau quand il y en a beaucoup et pouvoir faire de l'irrigation avec toute la qualité qu'on peut avoir en termes de savoir-faire, pour essayer de minimiser, sans aucun doute, les quantités consommées, mais pour faire des légumes, mais également pour faire du stock, pour faire du maïs, pour faire toutes les cultures végétales. C'est vrai que sans eau, c'est compliqué, et à l'avenir, sans aucun doute, le climat va faire changer les choses et on aura moins de précipitations quand il faudra. Ça veut dire qu'il faudra également stocker de l'eau. C'est une piste parmi d'autres, mais une piste importante, et je pense qu'il faut que la société tout entière puisse évoluer, parce que c'est vrai que quand on parle de stocker de l'eau aujourd'hui, c'est quand même compliqué, parce que tout le monde pense que quand on stocke de l'eau, on va la consommer par avance, et ce n'est pas du tout le cas. Il faut la stocker, bien entendu, pour l'agriculture, mais peut-être aussi pour d'autres choses, le tourisme ou d'autres choses, les incendies, sans aucun doute, parce que si ça se développe encore, il faudra aussi de l'eau. Il faut qu'on puisse trouver des solutions, et je pense que la société et l'État doivent être au rendez-vous. Est-ce qu'une partie de la solution passe par des évolutions de certaines variétés ? On a vu qu'il y avait eu des tests pour des plantations de quinoa, de chia. Est-ce que c'est des choses qui peuvent marcher ? Bien sûr, il faut expérimenter. D'ailleurs, toutes les EPA, y compris la Chambre d'agriculture, le fait, y compris au niveau national. Ça ne marche pas à tous les coups, parce que quand on fait une culture, qu'on expérimente, qu'on la met en place, et bien des fois on a des résultats, des succès, et des fois on n'en a point. Donc on refait d'autres expérimentations, mais je pense qu'y compris avec toute la société, avec le gouvernement, il faut qu'on puisse avancer dans ce sens-là, y compris avec le progrès variétal, parce que ça sera un élément parmi d'autres pour essayer de s'adapter au chantier. L'assolement, sans aucun doute, le développement de la ressource en
en eau, l'aspect des plans, tout ça, il faudra qu'on puisse trouver des vraies solutions. Et je pense que toutes ces pistes accumulées et qui pourraient être complémentaires pourront nous permettre d'être encore là demain pour produire des biens alimentaires pour, bien entendu, dans un premier temps, nos Indinois et Indinoises, mais ensuite, peut-être un peu plus largement, pour la région et pour le national. Merci Michel Joux. On va continuer à parler d'eau avec vous, monsieur Francis Ballandra. Dans la Dombe, donc, vous êtes pisciculteur et gérant de la pisciculture des Cyprins. Vous avez été lauréat en 2016 des trophées aussi dans la catégorie piscicole. Oui, grâce à un petit coup de main de l'ancien président, je crois. Non, c'est pas de la chance, c'est le travail. Aujourd'hui, donc, on parle d'eau. Monsieur Joux en a beaucoup parlé. Et vous me disiez que la gestion de la ressource en eau dans des étangs de la Dombe était très difficile. Expliquez-nous. Alors oui, là, je crois que c'est le casse-tête numéro 1 pour nous, pisciculteurs. Donc la Dombe, vous la connaissez, c'est un plateau et la seule ressource en eau, c'est la pluie. Donc on dépend essentiellement de la pluviométrie pour le remplissage de nos étangs. Et c'est l'eau, c'est la base de la vie, mais c'est aussi la base de l'aquaculture et de la pisciculture en étang. Donc en fait, Michel a bien décrit les variations pluviométriques qu'on peut avoir selon les années et dans une année. Et en fait, la difficulté, c'est la notion de pluie efficace qu'on n'a plus depuis peut-être 15 ans maintenant, où on essuie des sécheresses périodiques, 2015, 2017, 2019, 2020. Et c'est très difficile de produire du poisson sans eau, tout simplement. Et il y a aussi la notion de, par exemple, en 2021, nous avons eu sur la Dombe 1100 mm, 1,10 m d'eau qui est tombée, donc on avait largement de l'eau. Et puis cette année, on est fin août et on a à peine 350 mm. Donc vous rajoutez le réchauffement climatique et l'augmentation des températures moyennes, vous accélérez l'évaporation dans nos étangs et on se retrouve avec des étangs qui ont perdu 50 à 60 cm d'eau sur des profondeurs moyennes de 90 à 1 mètre. Voilà. Donc grâce à nos pratiques, je dirais, culturales, nombreux d'entre nous n'avons pas cassé, c'est-à-dire que nous n'avons pas rencontré de forte mortalité parce qu'il y a une pratique d'élevage qui permet aux étangs de bien se comporter, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les étangs, et c'est là qu'on a rencontré sur ces étangs-là des fortes mortalités de poissons. Et quelles sont les solutions que vous essayez de trouver ? Alors ça, c'est ce qui m'empêche de dormir la nuit. Souvent, il y aurait des projets faramineux type Espagne ou États-Unis où il faudrait ramener de l'eau de l'extérieur, avec la Saône, la rivière d'Ain, le Rhône, je ne sais pas. Mais ça, je ne sais pas si c'est faisable, sincèrement. Après, il y a des solutions à l'échelle humaine et à l'échelle de l'entreprise. Tout simplement en gérant notre eau avec une approche volumétrique qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant, on remplissait notre étang, vous partiez avec un étang plein à la fin du printemps, vous saviez que vous pouviez faire une bonne saison piscicole. Maintenant, avec le réchauffement des températures et l'absence de pluie qu'il peut y avoir en fin d'hiver, début de printemps, eh bien, vous n'êtes plus sûr de rien du tout. Donc, on s'adapte en envoyant de l'eau des fois d'étang amont, en étang aval pour sauver, je dirais, la production piscicole et essayer d'avoir quand même un volume minimal pour faire tourner nos exploitations. Et ensuite, nous avons aussi l'intégration de, entre guillemets, nouvelles espèces de poissons qui s'adaptent très bien aux fortes chaleurs et qui ont des besoins en oxygène un peu moins importants, comme la carpe amour, le black bass, le silure. Donc on essaye d'intégrer ces espèces dans nos polycultures parce qu'elles sont quand même beaucoup moins sensibles. Oui. Voilà. Et ensuite aussi, il y a un autre projet que nous avons mené en commun avec l'ADAPRA, l'association de développement
d'aquaculture pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est un projet assez important qui nous tient à cœur, qui est l'élevage de crevettes d'eau douce. Donc on a travaillé pour l'élaboration de cet élevage en bassin en terre, parce qu'il faut savoir qu'en France on importe 120 000 tonnes qui viennent d'Indonésie, du Pérou, de partout. Et on pourrait, il y a une crevette, il y a une espèce d'eau douce qui pourrait se faire en Dombes, mais malheureusement nous n'avons pas eu les autorisations des services de l'État pour mettre en place cette expérimentation, ce qui est fort dommageable puisqu'il y a un règlement européen qui nous l'autorise. Et les services de la DDT de l'Ain n'arrivent pas à traduire, à se mettre d'accord avec nous pour qu'on puisse mettre à bien ce projet. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'élus ce soir et que je pense qu'ils nous aideront. Mais là, il faut que ça bouge parce que nous sommes des entrepreneurs, donc nous sommes prêts à nous adapter. Mais si on nous met des bâtons dans les roues, c'est pas possible. Donc le message est passé pour les crevettes de la Dombe. Hein. Et je voulais revenir sur un dernier point. Donc, il y a de moins en moins d'eau dans les étangs, mais vous me disiez qu'il y a de plus en plus de poissons. Ah oui, alors, en fait, c'est un peu raccourci, mais en fait, le cycle de vie du poisson est en degrés jour. Et comme il fait de plus en plus chaud, vous avez un poisson qui profite de plus en plus vite et qui est de plus en plus vite mature sexuellement. Donc quand j'ai commencé, les petits poissons, ils avaient 3 ans quand ils se reproduisaient. Et je sortais de l'école, c'était marqué dans les livres. Et puis maintenant, il y a 3-4 ans, je me suis rendu compte qu'on avait gagné 1 an. C'est que maintenant, les poissons se reproduisent à l'âge de 2 ans. Donc forcément, on a toujours de l'avance sur la nature. Et puis, comme on a des problèmes à gérer notre eau, eh bien, on se retrouve avec des surpopulations piscicoles, entre guillemets, au mois d'août. Alors qu'avant, on avait un accroissement linéaire et on pouvait encore avoir des accroissements au mois de septembre et une activité beaucoup plus linéaire, quoi. Voilà, donc il faut s'adapter. Mais je crois que c'est le maître mot de l'agriculture. La pisciculture fait partie entière de l'agriculture. Donc voilà, on s'adapte tout simplement. Il faut s'adapter, voilà, c'est le maître mot. Merci beaucoup à vous 3. Merci. Merci, à tout à l'heure. On vous rappellera pour une photo avec les intervenants des tables rondes.